nous avons un gouvernement qui nous dit qu'il n'a aucune solution. Le président de la République se comporte comme un chef de tribu plutôt qu'un chef d'État. Il a abandonné les pouvoirs de chef d'État, il se contente de la fonction de président de la République. Parce qu'il faut toujours rappeler, M. Perrin, le président de la République et le chef de l'État, ce sont deux fonctions différentes incarnées par le même individu. Mais ce sont deux fonctions différentes. Le président de la République a des pouvoirs propres. Le chef de l'État aussi a des pouvoirs propres. Et quand vous êtes dans la situation dramatique dans laquelle se trouve le Congo, le président de la République devait se hisser au niveau de la fonction de chef d'État et prendre les décisions que les circonstances imposent. Au lieu de se hisser à la hauteur de la fonction de chef d'État, il descend à la fonction de chef de tribu. Il se promène avec sa tribu dans les avions, il leur réserve des fonctions régaliennes de l'État, il leur attribue toutes les directions générales de l'État, toutes les directions financières. Vous prenez par exemple la milice qu'est la DGSP. Vous regardez l'organigramme de la DGSP, c'est la tribu. Vous prenez le trésor public, l'organigramme du trésor public, c'est la tribu. Vous prenez le ministère de Finances, c'est la tribu. Vous prenez le ministère régalien, c'est la tribu. Donc, on est dans un contexte où le président de la République doit monter pour exercer plus de pouvoir de façon décisive pour changer le pays. Lui, il descend pour aller se mettre au niveau de la tribu. Et cette situation est inacceptable. Nous ne sommes pas une chefferie, nous sommes un État. Il faut un chef d'État. Et donc, puisque le régime persiste dans la fabrication de la réalité, il vit dans une réalité parallèle. Il fabrique ses propres réalités et c'est devenu une mythomanie généralisée. On raconte des mensonges et on croit en ses propres mensonges. Parce que là, vous entendez les pontes du régime, ils croient que le président a été élu. Ils croient que M. Sassou Nguesso a été élu. Tous les membres du parti vous disent qu'ils y croient. Donc la mythomanie généralisée. Et ce pays ne peut pas continuer à sombrer comme ça. Il faut le redresser. Il faut rendre le Congo aux Congolais, refonder une nouvelle république et redresser l'État. Donc il y a une nouvelle génération qui est prête. Et la nouvelle république doit naître. M. Sassou Nguesso doit partir. Bonjour, maître Charles Alissé, Poitiers-Amar. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes avocat au barreau de Paris et du Québec, leader des Patriotes. Merci d'être avec nous sur R7. Bonjour, monsieur Perrin. Merci. François Mitterrand, dont le coup d'État permanent souligne, je cite, la puissance d'un dictateur repose sur la passivité du peuple. Tant que les citoyens ne se mobilisent pas collectivement pour contester l'autorité, aucune force politique ne peut s'opposer efficacement à la dérive autoritaire. Fin de citation. La liberté et la démocratie, comme vous le savez, maître Charles Alissé Poitiers-Amar, dépendent aussi de la vigilance et de la réaction populaire contre l'oppression. Sans action citoyenne, je rappelle ici, le dictateur semble invincible et c'est ce à quoi nous assistons au Congo-Brazzaville, car en 3 ans déjà, 2 règnes sans partage de Denis Sassou Nguesso, malgré l'opposition, rien ne change car il n'existe pas d'opposition à sa mesure. La dictature, c'est pas lui, ça aussi tout le monde le sait, là où le peuple se résigne, transformant ainsi la société en une prison sans mur. En somme, la résistance populaire est donc le seul véritable contre-pouvoir face à une dictature. Maître, ma question, dans un premier temps, c'est de savoir comment expliquer l'inaction et la résignation des leaders politiques de l'opposition auxquels vous appartenez face à la dictature Sassou Nguesso, une perception largement partagée par l'opinion publique congolaise qui estime que vous êtes absent sur le terrain.
D'abord, il faudrait commencer par rapporter, je pense, un correctif courtois à ce que vous appelez l'apparence d'invincibilité du régime, parce que en réalité, nous n'en sommes pas là. Et, au contraire, le régime est en train de construire cette apparence d'invincibilité. Mais ça Et fait quand il ne même faut jamais 43 ans, maître, 43 ans de règne, hein, sans partage. Euh, on ne dira pas 43 ans de règne sans partage, on dira 43 ans de violence implacable. Et contre la violence, vous avez deux options, soit vous résistez par la violence, soit vous résistez par la non-violence. Et il se trouve que dans son immense majorité, les opposants congolais, les responsables politiques congolais ont fait le choix de la non-violence. Nous sommes en face d'un système qui, lui, a fait l'option de la violence. Nous faisons l'option de la non-violence. Et il ne faudrait pas penser que ce soit une faiblesse, parce que plus d'une fois sur votre plateau, j'ai évoqué la puissance de la non-violence. Donc, la violence peut avoir une apparence de l'enfeu, mais ce n'est qu'une apparence. Et est-ce qu'il faudrait devenir violent à notre tour alors que nous sommes dans une démarche de construction? Je ne le pense pas. Au contraire, la construction qui se fait sur la base de la force du droit plutôt que du droit de la force est une construction durable. Et nous sommes pour cette construction durable. Mais je vais insister sur l'aspect d'apparence d'invincibilité que vous avez évoqué et insister aussi sur le fait que nous sommes en face des professionnels du faux, des professionnels de la falsification. Je vais vous raconter une anecdote. À la mort de Lénine, il y a un affrontement au sein du Politburo du Parti communiste soviétique à l'époque entre Trotsky et Staline. Et Nadia Krupskaya, la veuve de Lénine, se répand en confidence à qui voudrait l'entendre sur le fait que Staline, qui était le secrétaire général du parti, était à 1000 lieues de la volonté de Lénine. Ce qu'il faisait ne correspondait pas à la vision politique de Lénine. Et Staline, un jour, va convoquer Nadia Krupskaya et va lui dire: si j'entends encore une seule fois que tu t'es répandu en rumeur contre moi par rapport à la volonté politique de Lénine, je ferai comprendre au peuple de l'Union soviétique que tu n'es qu'une usurpatrice. Tu n'es pas la vraie veuve de Lénine parce que tu n'as jamais été l'épouse de Lénine. Et nous allons trouver une femme qu'on va présenter au peuple soviétique comme la vraie épouse de Lénine et qui tiendra le discours correspondant aux dernières volontés de Lénine. Et à partir de ce jour, on n'a plus jamais entendu parler de Nadia Krupskaya. Elle s'était tue parce qu'on pouvait la faire disparaître réellement si elle ne disparaissait pas elle-même. Et Trotsky, qui avait les faveurs de Nadia Krupskaya, qui était l'adversaire de Staline, lorsque Staline l'a fait expulser de l'Union soviétique à l'époque, il a fait refaire toutes les photos de l'histoire dans lesquelles on voyait Trotsky, alors que Trotsky était l'homme qui avait mené la guerre civile contre l'armée impériale, qui avait vaincu l'armée impériale et qui avait réussi à imposer les soviétiques sur toute l'étendue de l'Union soviétique à l'époque. Staline réussira à retirer Trotsky de l'histoire. Donc, dans les 60 dernières années du soviétisme, Trotsky, qui était l'un des principaux personnages juste après Lénine, n'apparaîtra plus jamais nulle part, ni dans les photos d'histoire, il n'apparaîtra plus jamais nulle part. Donc, des gens qui sont nés après l'expulsion de Trotsky, qui ont vécu jusqu'à 60 ans, certains n'ont jamais vu de photos de Trotsky à l'époque parce que ça avait été effacé de l'histoire. Et le régime auquel nous faisons face au Congo est un régime héritier du régime que je viens de décrire. Donc, qui connaît ce genre de méthode,
qui souscrit à cette façon de voir, à la falsification de l'histoire et à la fabrication de la vérité. Vous avez vu ce qui s'est passé pendant ce qu'ils ont appelé élection présidentielle jusqu'au spectacle grandiose de Kintele. On a été là dans un processus de fabrication d'une vérité d'un président élu qui n'a jamais été élu. Donc un homme qui n'est pas accepté par le peuple, qui est rejeté par tout son peuple, on a mis en place un processus de fabrication dont le résultat final serait que cet homme-là est dans le cœur de chacun des Congolais. Aucun Congolais ne peut se passer de lui au point où on l'aurait choisi à 94%. On a rempli tout un stade de comédiens. Et donc, vous vous rendez compte que ce régime est capable de vous prendre des dizaines de milliers de comédiens pour vous montrer un spectacle dans un stade et vous dire qu'il y a eu une investiture d'un homme choisi par un peuple. Voilà de quoi il s'agit. Et donc, face à cela, il ne faut pas céder et croire qu'il y a une invincibilité. Ce régime n'est pas invincible. Au contraire, au contraire. Aujourd'hui, ce régime est plus faible que jamais. Jamais ce régime n'a été aussi faible. Je sais que vous voulez poser une question, mais Évidemment, permettez-moi. non, mais, je vais Mais donc, non, allez-y, je reviens allez-y. d'abord sur un aspect que vous avez évoqué tout à l'heure, vous allez continuer avec votre réponse, c'est que vous disiez que vous êtes des pacifistes, vous êtes des légalistes, c'est ce que j'ai cru comprendre, mais on est ici face à une dictature, pas seulement une dictature. Aujourd'hui, les Congolais commencent à comprendre que c'est finalement un cartel qui a pris le Congo en otage, c'est le cas de le dire, très violent d'ailleurs, les actes posés sur le terrain peuvent le témoigner. Et vous, vous continuez à, bon oui, pacifiste, mais est-ce que vous pensez que ce sont là les outils adaptés pour lutter contre cette dictature? Je vais répondre à cette question, mais je vais continuer dans l'élan de tout à l'heure parce qu'il est nécessaire d'abord que l'on arrive à bien comprendre que nous faisons face à des falsificateurs de l'histoire. Je vous ai dit plus d'une fois sur votre plateau qu'ils sont allés sortir l'histoire de la République de 1958 jusqu'à faire adopter une loi en 2010 pour présenter celle-là comme étant la République, alors que la République, pour les Congolais, est née des travaux de la Conférence nationale consacrée par la Constitution du 15 mars 1992 qui a été soutenu par toutes les forces politiques du pays, par tous les hauts personnages du pays. Et il y avait plus de 600 délégués, plus de 1200 délégués à la conférence nationale. Et c'est le peuple congolais, dans une quasi-unanimité, qui a accepté cette constitution au référendum. Ils ont pris un texte adopté par une trentaine de personnes en 1958 qui n'a jamais été soumis à aucun référendum, qui sont venus présenter aux gens comme la République du Congo. Pourquoi? Parce qu'ils ont tué la République en 1900. Ils ont fait une tentative de meurtre ou d'assassinat de la République en 1997 et donc ils falsifient l'histoire. Alors, Oui, quand ben, je vous dis que je ce voulais simplement régime dire que c'est un point de vue, bah, ça c'est le vôtre, hein, parce que d'autres, ceux qui nous suivent, ont plutôt une autre manière de voir les choses et ils sont d'accord que la République est née évidemment en 1900. Comme vous le disiez tout à l'heure, 58. Bon, c'est un autre débat. Revenons donc sur ce qui nous caractérise aujourd'hui. Nous parlions tout à l'heure de, bon, vous avez dit, c'est un régime qui falsifie, voilà, l'histoire. C'est ce que vous êtes en train d'expliquer. Et je vous posais donc la question, puisqu'il fallait que je comprenne tout de même pourquoi est-ce que vous utilisez des moyens qui sont à la rigueur non adaptés à la lutte que vous menez. C'est mon point de vue, hein, c'est ce que je suis en train de constater, parce qu'en face, on a des hors-la-loi, des gens qui, en fait, la loi n'existe pas. Et comme j'aime à le rappeler, la force de Denis Sassou Nguesso, c'est le crime. Sa faiblesse, c'est la loi. C'est quelqu'un qui ne respecte jamais la loi. Et nous voyons sur le terrain ce qu'il est en train de faire. Vous continuez à parler ben, de la légalité, de la démo. Ah, c'est ce que j'ai cru comprendre. Hein. Démocratie, parce que finalement, ils sont nombreux qui se passent pour les opposants. Et tout à l'heure, je lisais, je rappelais
quelques termes, bien sûr, du coup d'État permanent, donc un essai d'ailleurs de François Mitterrand, qui explique que l'opposition ne tient jamais dans une dictature. Et vous vous dites qu'il faut continuer à s'opposer, c'est ça? Ou bien à basculer Euh, vers la résistance? Monsieur Perrin, je vais faire les choses à l'envers. Tout à l'heure, j'avais Je vous en prie. réservé la réponse à cette question, mais cette fois, je vais répondre à cette question et réserver la réponse aux deux sujets qui sont restés ouverts, notamment celui de la République sur lequel vous On y avez reviendra. émis, Oui. voilà, donc sur la République et ensuite l'affaiblissement du régime. François Mitterrand, lorsqu'il parle du coup d'État permanent au début des années 60, donc c'est au lendemain de la modification de la Constitution française, de l'introduction de l'élection du président de la République au suffrage universel, que François Mitterrand prend cette position-là. Mais même en prenant cette position, Mitterrand continue la lutte contre ce qu'il appelle dictature à l'époque et le coup d'État du général de Gaulle. Il continue sa lutte avec les moyens républicains, avec les moyens légaux. Jamais François Mitterrand ne sort de la légalité. Et quelle était la démarche de François Mitterrand? D'aller toujours à la rencontre du peuple français, d'expliquer aux Français à l'époque que la situation dans laquelle il se trouvait s'apparentait à une dictature parce qu'il y avait une constitution qui semblait être taillée sur mesure pour un homme et que dans une république, les choses ne pouvaient pas se passer de cette façon. Et il a continué à essayer de convaincre ses compatriotes jusqu'à y parvenir en 1981. Bon, là encore, puisque vous dites que dans la République du Congo, il s'agit d'un débat, ce que François Mitterrand appelait le coup d'État, c'était Permanent. l'avènement du général de Gaulle en tant que président du Conseil en 1958 et puis tous les changements qu'il a fait, notamment de la Constitution, jusqu'à se faire élire président de la République. C'est cela que François Mitterrand appelait le coup d'État. Mais il a lutté contre le coup d'État avec les moyens intellectuels. Jamais François Mitterrand n'a eu recours à d'autres moyens. Et donc, dans la tradition, et je vous rappellerai que François Mitterrand était avocat, dans la tradition qui est celle des avocats engagés en politique, dans le combat politique, nous mobilisons les moyens intellectuels. C'est ce que Mahatma Gandhi a fait en Inde, c'est ce que Mandela a fait en Afrique du Sud, parce que nous croyons en la durabilité des moyens non violents. Si vous procédez par la violence, une fois que vous avez abouti, vous donnez des motifs à vos adversaires d'utiliser eux aussi la violence contre vous et c'est un cycle interminable et infernal. Aujourd'hui, M. Sassou Nguesso, parce qu'il est arrivé au pouvoir par la violence, a installé le pays dans un risque permanent de coup d'État. Parce que dès lors que lui a interrompu un processus constitutionnel en 1997 et a récidivé en 2015, à partir de ce moment, n'importe qui est autorisé à procéder par coup d'État contre M. Sassou Nguesso et à se prévaloir du motif du rétablissement de l'ordre constitutionnel. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en plein désordre constitutionnel. Donc, n'importe qui peut se prévaloir du motif de rétablissement de l'ordre constitutionnel. Et quand vous voulez construire dans la durée, vous ne pouvez pas prendre le risque d'une telle instabilité institutionnelle parce qu'à l'intérieur, vous avez l'impression que tout va bien. Mais vu de l'extérieur, on considère votre pays comme un pays instable parce que vous avez au sommet de l'État quelqu'un que n'importe qui, plus fort que lui, peut renverser à n'importe quel moment. Et vous n'avez personne de sérieux dans le monde qui peut investir dans un pays avec un tel risque institutionnel. Ce qui explique que depuis 1997 jusqu'à la date d'aujourd'hui,
vous ne trouvez pas un seul investisseur étranger qui a apporté 1 million, je dis 1 million de dollars au Congo. Il n'y en a pas un seul. Donc, en dehors des investissements dans le secteur pétrolier et gazier, qui sont des secteurs par nature à risque, ce qui fait que dans ce secteur-là, les gens vont investir, même là où il y a des guerres, ils vont investir. En dehors de ces secteurs-là, vous n'avez aucun autre secteur dans lequel quelqu'un a apporté 1 million de dollars. Donc la présence de M. Sassou Nguesso au sommet de l'État est un repoussoir pour les investissements. Et nous ne pouvons pas, face à une telle situation, rechercher une réponse qui sera elle-même inscrite dans la même logique d'instabilité institutionnelle, d'où la nécessité de le faire partir par la non-violence et par la force des idées. Ok, moi je suis d'accord avec vous, mais dans le même temps, je vais rappeler ici la lutte de l'ANC, ça vous dit quelque chose en Afrique du Sud. Nelson Mandela fut aussi un avocat, vous le savez très bien, et l'ANC a résisté non pas pacifiquement, mais à utiliser les mêmes moyens que l'oppresseur. Donc on comprend très bien que on peut utiliser les mêmes outils que l'oppresseur pour arriver à bout de ce régime et quitte à réorganiser la nation. Pourquoi pas, comme on fait d'ailleurs les Sud-Africains. C'est aussi une approche, moi j'estime, qui peut être plausible. Bon, mais c'est votre point de vue, vous Là, pensez vous êtes en qu'il train faut de... continuer? Monsieur Perrin, pardon, Oui, mais oui. sur ce point-là, c'est Mandela qui dit que c'est l'oppresseur qui détermine les Le moyens mode de de combat, oui, le moyen de l'opprimé. combat, oui. Bon, donc, c'est Mandela qui le dit. Mais là, nous parlons du jeune Mandela, de la jeunesse de Mandela. Parce que Mandela ira jusqu'en Algérie faire un entraînement militaire, apprendre l'usage des armes. Il ira dans un certain nombre d'endroits, en Éthiopie notamment, où il va parfaire sa formation militaire pour aller mener le combat avec les armes. Le procès qu'il subit en 1963, c'était justement parce qu'il s'apprêtait à poser des actes de violence. Mais ce Mandela n'est pas le même qui sort de prison. Ce Mandela, lorsque l'opportunité lui est offerte de sortir de prison et d'avoir une vie normale, il refusera toujours jusqu'à ce que l'adversaire soit dans les conditions d'admission de sa défaite morale que Mandela acceptera à ce moment de revenir à la vie politique. Mais ce qui reste dans l'histoire, c'est quoi? C'est le discours de Mandela devant le peuple sud-africain rassemblé avec des gourdins en main et toutes sortes d'armes blanches. Et Mandela leur demande de lui montrer ce qu'ils ont comme armes. Et les gens brandissent les armes. Et puis il dit, vous savez qu'est-ce que vous devrez faire de ça? Vous devrez les jeter à la mer. Parce que nous allons construire une nation arc-en-ciel dans laquelle chacun aura sa place. Donc, le jeune Mandela qui avait cédé à la croyance, à la force ou à la violence comme moyen politique, le cédera ensuite au sage Mandela qui comprendra que pour construire une société durable, cela ne peut se faire que par le consentement des membres de la société et cela ne peut pas se faire par la violence parce que la violence appelle toujours la violence. Nous sommes un pays de 6 millions d'habitants, un pays jeune. Nous sommes encore une juxtaposition d'ethnies et de tribus. Elles sont en train de s'effacer, certes, pour laisser place à la nation, mais nous sommes sur le cheminement vers la construction de la nation. Et cette nation, il faut la bâtir. Et bâtir cette nation, ça devra se faire sur la base des idées partagées, des principes partagés. Parmi ces idées et ces principes partagés, c'est notamment la République. La République qui signifie que le pays que nous avons tous en héritage n'appartient à personne. Il ne peut être le bien privatif de personne. Ce pays appartient à tous. Et parce qu'il appartient à tous, il faut des règles de gouvernance qui permettent à chacun d'avoir sa place selon son mérite et qui permettent à chacun de bénéficier d'une égale protection de la loi.
Oui, mais maître, lorsque vous puisque... citez tout cela, tout ce que vous êtes en train de décliner tout à l'heure, là, n'est possible qu'après Denis Sassou Nguesso, c'est ça la vérité. On a beau parler des programmes, comme je n'ai suivi d'ailleurs pendant la campagne, des politiques qui viennent expliquer, on voudrait ceci, tel modèle de gouvernance, tout ça c'est bien, mais cela n'est possible qu'après le régime Sassou. Sous Sassou Nguesso, ce n'est pas possible. On va épiloguer Mais ici, mais rien ne sera oui, possible. Or, moi, je suis en train de parler d'un régime qu'il faut que les Congolais sont d'accord avec moi, ce que je suis en train de dire, qu'il faut absolument faire partir. C'est là que nous sommes. Les moyens utilisés pour cette lutte se sont avérés inefficaces. C'est quand même 43 ans que Denis Sassou Nguesso est au pouvoir, avec la petite interruption entre 1992 et 1997 d'ailleurs. Il reprend le pouvoir par la force. Donc on a en face celui qu'on appellerait un putschiste, à la rigueur, c'est un putschiste, mais qui continue à se maintenir par coup d'État permanent, comme l'a bien souligné François Mitterrand. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Et je vous ai posé la question dès le début de cette émission. Qu'est-ce qui peut expliquer votre inaction sur le terrain? On ne vous voit pas sur le terrain, en dehors évidemment, bon voilà, des déclarations qu'on peut faire, ce qui est nécessaire, les émissions, les interviews qu'on peut accorder, parce que tout ça, ça fait mobiliser. Mais sur le terrain, l'action, pourquoi vous n'êtes pas actif sur le terrain? vous me donnez l'occasion de revenir sur l'omnipotence de M. Sassou Nguesso et je vous ai expliqué au début la fabrication de la vérité avec tout le spectacle, le processus électoral, Kintélé et j'en passe. Je vous disais que ce régime est plus faible que jamais. Et c'est parce que, et puisque vous me disiez sur la République que c'était une opinion, justement, il y a l'opinion qui voudrait faire croire que ce régime est tellement puissant qu'on n'y peut rien. Et il y a des esprits faibles qui cèdent à croire à cela. Ce sont des esprits faibles qui croient que ce régime est tellement puissant qu'il est invincible, alors que le régime est très faible aujourd'hui. Il est très faible pourquoi, M. Perrin? En 1997, il arrive au pouvoir par la force. À ce moment-là, le pays sort d'un affrontement armé et nous sommes donc dans une logique de violence. Ils sont les plus violents. Donc c'est à ce moment qu'ils sont à l'apogée de leur puissance parce qu'ils peuvent tout se permettre et en face, il n'y avait plus aucune force. C'est à ce moment que ce régime est à son apogée. Pour preuve, ils se sont permis de dire, donc M. Sassou Nguesso à l'époque a pris sa plume, lisait l'acte fondamental du 24 octobre 1997. M. Sassou Nguesso dit la constitution du 15 mars 1992 est abrogée. Donc, il y avait un peuple qui, par référendum, avait adopté une constitution et un individu arrivait, lui tout seul, avec sa plume, il disait la constitution est abrogée et il signait. Et lui devenait président de la République. Quand vous lisez cet acte fondamental, c'est un acte qui ne vous dit pas comment on devenait président de la République et comment on cessait d'être président de la République. Donc, c'était un acte fondamental qui était un acte de puissance. C'est pour ça que je vous dis que à ce moment, ce régime est à l'apogée de sa puissance. Aujourd'hui, il est plus faible que jamais. Pourquoi? Parce que c'est un régime qui ne sait agir que par la violence. Mais il n'y a pas d'adversaire en face contre qui il puisse exercer cette violence comme en 1997. Il n'y a pas d'adversaire. Ils doivent faire la guerre à la situation objective du moment. L'adversaire du moment, c'est quoi? C'est le chômage. La guerre du pays aujourd'hui est une guerre économique. Et c'est une guerre qu'ils ont perdue, totalement perdue. Ils sont incapables de vaincre le chômage. C'est pourquoi ils se sont mis à assassiner les chômeurs. Donc, ils ont fait la diversion. Ne pouvant tuer le chômage, on tue les chômeurs. Les Koulouna, c'est quoi? C'est des chômeurs.
Il n'y a pas un travailleur Koulouna. Il n'y a pas quelqu'un qui a une profession qui est Koulouna. Donc les Koulouna sont des chômeurs. Et ils nous ont fait cette diversion. Il y a des gens qui ont manqué de voir que dans l'incapacité de lutter et de vaincre le chômage, ils se sont attaqués aux chômeurs. Donc, ils perdent toutes les batailles aujourd'hui. Et la preuve ultime de leur échec cuisant dans l'économie et contre le chômage, c'est que le président de la République, M. Sassou Nguesso, a dit « Il n'y a plus d'emploi dans la fonction publique. Débrouillez-vous ». D'abord, ça montre qu'il croyait que l'emploi, c'était dans la fonction publique. Donc, pendant 29 ans, il a cru que c'était dans la fonction publique qu'il allait résoudre les problèmes du chômage. Et aujourd'hui, il vient faire l'aveu, il dit, je ne peux pas. Par le moyen par lequel je pariais, je ne peux pas. Et il dit aux Congolais, débrouillez-vous. Donc, c'est un régime aujourd'hui qui est très, très faible de ce point de vue. Il n'a aucune raison morale. Il ne lui reste plus que la force brute. Mais il n'a pas d'adversaire contre qui exercer cette force. Il est obligé d'en fabriquer tel qu'il a fait avec les Koulouna. Ce régime est très faible. Pourquoi, M. Perrin? Parce que sans l'opération Zéro Koulouna, M. Sassou Nguesso savait qu'il aurait probablement eu à l'élection présidentielle un adversaire qui aurait mobilisé le peuple congolais contre lui et qui aurait pu soulever le peuple congolais pour aller prendre le pouvoir. Et face à cela, il fallait intimider le peuple congolais. Donc il fallait mener l'opération Zéro Koulouna, mettre les armes dans la rue, mettre des hommes en cagoule dans la rue pour terroriser la population. Jamais vous n'avez vu à la veille d'une élection ce pouvoir procéder comme il a procédé. Cette opération massive de terrorisation, jamais on ne l'a vu auparavant. Pourquoi ils l'ont fait? Parce qu'ils sont très faibles en ce moment, parce qu'ils ont peur. Dernier argument sur la faiblesse de ce régime. Quand je vous dis dans le discours que j'ai prononcé que c'est un régime qui est isolé à l'intérieur parce qu'aucun Congolais, plus aucun Congolais n'en veut, à l'extérieur parce que vous n'avez plus aucune puissance occidentale qui croit en M. Sassou Nguesso ou qui pactise avec M. Sassou Nguesso. Maintenant, il va se promener en Europe de l'Est et en Asie. Mais nous savons que les partenaires de la Russie, on est en train de les déchiqueter à travers le monde sans aucune réaction. Les partenaires de la Chine sont en train d'être déchiquetés dans le monde sans aucune réaction. Donc, M. Sassou Nguesso ne peut pas compter sur la Russie. Elle ne viendra pas faire la guerre pour lui et la Chine encore moins. Donc, c'est quelqu'un qui, au niveau international, ne compte plus sur aucun soutien. Mais les Congolais raisonnent comme si nous sommes en 1997, Jacques Chirac est à l'Élysée, prêt à reconnaître la victoire de M. Sassou Nguesso comme il avait fait en 1997, prêt à neutraliser le Conseil de sécurité des Nations Unies pour ne prendre aucune mesure concernant le Congo. Les Congolais raisonnent comme ça. On n'est pas en 1997. M. Sassou Nguesso n'est pas ce qu'il était en 1997. C'est un homme isolé et aujourd'hui, il n'est pas l'élu du peuple congolais, il est l'élu du général Obowa. On peut tout de même retenir le soutien, s'il faut le dire comme ça, ou la reconnaissance par l'Élysée, puisque j'ai suivi, en fait, j'ai lu la note de félicitations adressée à Denis Sassou Nguesso par la France pour son élection, la dernière élection. Bon, bref, ça c'est une autre... Monsieur voilà. Perrin, là nous sommes dans le cadre de la diplomatie. Et dans le cadre de la diplomatie, la courtoisie diplomatique internationale fait que lorsqu'il y a une élection dans un pays, de façon systématique, les chancelleries émettent des notes verbales ou des notes de félicitations, mais ça montre que dans le cadre de la courtoisie, ce n'est pas la même chose que quand vous avez un appel personnel du président de la République pour vous féliciter, ou encore quand vous avez les chefs d'État qui se déplacent ou qui vous envoient
les chefs de gouvernement ou les ministres des Affaires étrangères pour être présents à vos côtés. Nous n'avons pas eu cette marque de distinction venant de l'Élysée et cela fait bien longtemps que M. Sassou Nguesso n'a plus eu les faveurs ouvertes de l'Élysée. Il faut faire la comparaison quand Jacques Chirac était à l'Élysée et depuis le départ de Jacques Chirac, ce n'est pas la même chose. Merci, Maître Charles Alissé, Poitiers-Amar. Je rappelle à ceux qui viennent de nous prendre en route, vous êtes avocat au barreau de Paris et du Québec, leader des Patriotes. Maître, je reviens donc sur voilà la lutte que vous menez. Tout à l'heure, on était sur comment, ou sinon la suite, après avoir mobilisé bien sûr les Congolais à s'abstenir à l'élection du 15 mars dernier. La suite, c'est quoi? Je vous ai déjà posé cette question sur ce même plateau. Et vous disiez que la lutte continue, on va réorienter les choses. Alors, dernièrement, c'était, je crois, le 17 avril dernier, il y a quelques jours de cela, vous avez fait une déclaration dans laquelle vous mentionnez une citation du général de Gaulle, que je propose d'ailleurs en extrait à nos téléspectateurs avant de continuer. Monsieur Denis Sassou Nguesso a de nouveau prêté le serment de président de la République. Le moral de la nation est tombé au plus bas. Il a touché le fond. Face à la débâcle de 1940, le général de Gaulle avait dit aux Français, désespérés et découragés, je cite, « Nous avons perdu une bataille, mais pas la guerre. » Fin de citation. Considérant l'affliction générale de la nation devant le spectacle de Kintélé, moi, Maître Poitiers-Amar, je vous dis que cette cérémonie d'investiture, un folklore de plus, n'était que la partie finale d'une pièce de théâtre. La lutte de libération nationale continue. Voilà, je rappelle que, la citation originale, la France a perdu une bataille, mais elle n'a pas perdu la guerre. C'était donc le 18 juin 1940, appelant bien sûr à la résistance malgré la défaite militaire face à l'Allemagne. Alors, maître, faut-il percevoir dans votre déclaration une acceptation de l'échec, hein, c'est ça? Ou peut-être une reconnaissance, j'allais dire, ou ce serait plutôt un moment de prise de conscience, dirait-on, que le régime de Brazzaville est finalement une force d'occupation et qu'il faut désormais, et qu'il est nécessaire bien sûr, d'entrer dans la résistance pour faire face à ce régime. Et en quoi faisant concrètement? Force d'occupation, assurément, ça aussi je l'ai déjà dit sur votre plateau, parce que c'est un régime qui est arrivé monté sur les chars, accompagné et précédé par des étrangers, parce qu'il faut se rappeler que chassés par les urnes en 1992, ils sont allés chercher les Rwandais, les Tchadiens, les Aïrois à l'époque et les Angolais pour venir les réinstaller au pouvoir. Donc, pendant la présence de toutes ces forces étrangères dans le pays, le pays était en situation d'occupation. Et ces forces se sont retirées, mais elles ont laissé un régime armé qui continue à occuper le Congo. Donc, occupation assurément. Concernant la citation ou la référence au général de Gaulle, ce n'est aucunement une admission. C'est un parallèle que je fais entre les situations des pays parce que les Français, lorsque le général de Gaulle fait cette déclaration, c'est un langage de militaire. Il fait la distinction entre une bataille et une guerre. Le peuple français voit la moitié de la France occupée par les nazis, voit un régime français, le régime de Pétain, qui signe l'armistice et se soumet aux forces d'occupation. Et il y a une voix à l'extérieur, le général de Gaulle, qui leur dit
La situation que vous vivez en ce moment, ne la prenez pas pour acquise ni pour définitive. C'est un temps qui va passer parce que la France va se libérer. Et donc, quand je le dis de cette façon, ma citation à moi, c'était de dire, parce que je cite le général de Gaulle, mais je prends position par la suite pour dire que nous sommes devant une pièce de théâtre. Donc, de Gaulle dit, on a perdu une bataille, on n'a pas perdu la guerre. Moi, je dis que ce que nous voyons, ce folklore de plus, Kintélé, n'est que la phase finale d'une pièce de théâtre. Donc, nous sommes face à des comédiens armés. C'est pas marrant parce qu'ils sont armés et la mort est réelle, mais c'est une comédie qui se joue. C'est des jeux de rôle, des jeux d'acteurs. Vous prenez tout le processus électoral. C'est des jeux de rôle. On a distribué les rôles, qui va se présenter comme opposant, ainsi de suite, quel rôle il va jouer par la suite. Tous les opposants ont reconnu la victoire, tous ont appelé le peuple congolais à rester à la maison, et il y en a un qui est allé devant la Cour constitutionnelle pour donner à cette Cour l'occasion de valider la victoire. Donc c'est un théâtre, c'est des rôles de composition. Face à cette situation, qu'est-ce que nous faisons? J'ai dit d'emblée, nos moyens sont des moyens pacifiques. Nous devons commencer par remporter la victoire intellectuelle. C'est le terrain qui est déserté par le pouvoir. Ce pouvoir ne veut pas du débat d'idées. Vous n'avez aucun membre du gouvernement depuis 29 ans qu'ils sont revenus au pouvoir. Jamais aucun n'est allé sur un plateau affronter quelqu'un de l'opposition. Pourquoi? Parce que intellectuellement, ils n'ont pas d'arguments, ils n'ont pas les outils de la bataille intellectuelle. C'est pour ça que toutes les fois qu'ils le peuvent, ils prennent les armes et ils tirent. Ils pensent que toutes les solutions sont au bout du fusil, et c'est une phrase qui vous rappelle quelque chose, le pouvoir est au bout du fusil. C'est ça la logique du pouvoir en face. Mais nous devons rester dans le combat d'idées, faire triompher l'idée de la République à l'ensemble des populations. Parce que lorsque les Congolais seront définitivement acquis à l'idée d'instauration d'une nouvelle République, qu'ils vont se mobiliser comme un seul homme, ce pouvoir ne restera pas en place. Aujourd'hui, les Congolais ont peur parce qu'ils pensent que le pouvoir est très, très puissant en ce moment. Donc la bataille qui est la nôtre, c'est de faire comprendre aux Congolais que ce pouvoir est faible comme il ne l'a jamais été. Aujourd'hui, il est très, très faible. Tout le pouvoir repose sur les armes. Or, entre la force du droit et la loi de la force, c'est la force du droit qui triomphe à long terme. La loi de la force n'a que des victoires éphémères, mais la force de la loi triomphe toujours à terme. Et c'est cette logique dans laquelle nous nous inscrivons. Il faut mobiliser les Congolais, ils doivent croire en leur pays, ils doivent souscrire à la nécessité de la construction d'une nation, de la fondation d'une nouvelle république, et armés de cette volonté, comme en 1991. En 1991, les Congolais ont accepté l'idée du changement. Quand les Congolais ont accepté cette idée, au moment où tout le monde pensait que rien n'était possible contre ce régime, ils ont été surpris d'avoir un général Mokoko qui a protégé la population congolaise. Ils étaient surpris de cela en 91 alors qu'ils ne s'y attendaient pas. Aujourd'hui, nous pensons que tous nos officiers sont corrompus. Nous pensons que tous nos officiers sont acquis à la cause du régime, ce qui n'est pas vrai parce que, et là encore j'insiste sur la faiblesse du régime, pour la première fois, M. Sassou Nguesso s'est vu obligé d'impliquer sa famille dans les crimes au Congo. Donc, il a envoyé le général Oboa, qui est son neveu, commettre les crimes contre l'humanité qui ont été commis et documentés à travers tout le pays. Pourquoi n'a-t-il pas envoyé quelqu'un d'autre? Aujourd'hui, les langues ne se sont pas encore déliées, mais nous avons appris que les autres généraux, les autres officiers
ont refusé d'accomplir cette besogne, ce qui a fait que quelqu'un de la famille s'est dévoué. Et ça vient créer une crise au sein du régime, parce que celui qui a payé ce prix fort va réclamer une récompense. Celui qui a payé ce prix fort va se mettre en porte-à-faux avec les forces de l'ordre, les forces constituées dans le pays. Donc nous avons un front qui est en train de s'ouvrir entre la famille et le reste des forces de l'ordre, donc l'armée, la police, la gendarmerie. Il y a ce front qui est en train de s'ouvrir. Et c'est pour ça que j'insiste à dire que ce régime est plus faible que jamais. Vous pouvez avoir raison, et c'est le constat que tout le monde a fait d'ailleurs, même lors de la cérémonie d'investiture. On a bien vu Denis Sassou Nguesso être entouré, mais finalement par les membres de sa famille. Bon, après, il peut avoir une autre interprétation pour cela. Maître Charles Alissé à Poitiers-Amar. Alors, puisqu'il est question aujourd'hui, vous l'avez dit tout à l'heure, le régime est de plus en plus faible. Il n'a jamais été aussi faible que maintenant. Qu'entendez-vous, qu'envisagez-vous faire concrètement après, évidemment, j'allais dire toute cette période électorale, préélectorale, ok, l'abstention, d'accord, mais après, qu'est-ce que vous envisagez faire maintenant? Avant d'en arriver là, d'abord, je dois féliciter toutes les forces de l'opposition sincère. Je dis opposition sincère parce que la dernière élection a permis de démasquer certaines personnes. Elle a permis de voir jusqu'où allaient nos convictions. Et donc, il y a des gens qui sont restés droits dans leurs bottes, comme dirait Juppé. Et il faut féliciter ces gens. Il ne faudrait pas considérer que l'opposition congolaise est faible. L'opposition congolaise est l'une des plus dynamiques d'Afrique. Et je vous le dis en connaissance de cause. L'opposition congolaise est l'une des plus dynamiques d'Afrique parce que nous faisons face au régime le plus féroce d'Afrique. C'est l'historien Théophile Obenga qui a rappelé la violence du régime de Brazzaville en disant que tous les crimes, je ne sais pas s'il a dit exactement dans ces termes, mais il n'y a pas une violence qui n'a pas été exercée au Congo. Il n'y en a pas une. Pendant que vous le dites, en substance, il disait le Congo est un pays très violent. On va retrouver donc Juste, un extrait en fait, c'était une interview, hein, il a accordé une interview, qu'on va donc proposer en extrait à nos téléspectateurs et on revient sur le plateau. Le sang trop coulé au Congo à cause de ces pouvoirs-là. Bon, si tu fais le compromis, vaut mieux préserver le sang que par entêtement, par exigence absolue, on arrive à faire couler le sang. Le Congo, c'est un pays extrêmement violent. Extrêmement violent. Le Congo-Brazzaville, extrêmement violent. Les chefs d'État ont été emprisonnés. Je ne sais pas combien d'États ont été emprisonnés ici en Afrique de l'Ouest. Des chefs d'État ont été tués, assassinés en plein midi, à bout portant. Hein? Il y a des guerres civiles innombrables. Les conférences nationales comptent au moins 30 000 morts. Est-ce que vous pensez citoyens. Donc, la stabilité... Donc cette violence-là vous amène quand même à une certaine analyse. À une analyse. C'est de l'électricité. Ça dit que toi, tu ne comptes pas, il n'y a que moi qui compte. C'est ça un peu comme... Tes opinions ne comptent pas, c'est mes opinions qui comptent. Ta manière d'analyser ne compte pas, c'est la mienne. On arrive à monter ces choses-là. Et puis, alors que c'est un petit pays de rien du tout, qui a à peine 3 ou 4 millions d'habitants, qui se connaissent tous, ils sont intelligents, ils sont éveillés, mais quand il s'agit de pouvoir, ils deviennent des lions affamés. Voilà, maître, le Congo est un pays violent, vous le disiez tout à l'heure, et donc vous faites face à ce régime, voilà, oui. qui vous rassure que vous êtes une opposition forte, mais je disais tout à l'heure, une opposition dans une dictature, c'est quand même compliqué à comprendre. Oui, les terminologies opposition, résistance, quand vous êtes dans la situation qui est la nôtre, on ne se paye pas de mots. Ce n'est pas les mots qui font la différence. Que vous puissiez vous opposer ou résister, dans une certaine mesure, on est dans une synonymie. Bon, après, on ira dans les nuances si vous voulez, mais
La réalité est que l'opposition congolaise n'est pas une opposition faible. Monsieur Perrin, au moment où nous sommes en train de parler, les gens qui ont été présents à l'élection présidentielle de 1992 au Congo, toutes ces personnes-là sont mortes, toutes sans exception. On dira que c'est une malheureuse coïncidence, mais ce n'est arrivé qu'au Congo, que tous ceux qui ont affronté l'ancien président de la République après la conférence nationale, dans tous les pays où il y a eu des conférences nationales, il n'y a que le Congo où toutes ces personnes ont disparu de la surface de la Terre. C'est effroyable comme réalité, mais c'est ça la réalité politique du Congo. Et quand vous Pardon, prenez... maître, vous allez m'excuser de vous arrêter comme ça me fait penser à la seule candidate, la seule femme qui fut candidate à l'élection présidentielle au Congo-Brazzaville, je crois que c'était en 2002, Angèle La Bandou. première, 92, oui. Voilà, Donc vous Angèle parlez de Bandou, 2002, qui on ne parle pas de la même. après a été assassinée, curieusement. Après, il y a eu un faux procès qu'ils ont organisé, mais qui... Et ce qui est curieux, c'est que cette dame a été oubliée. Plus personne n'en parle. Mais c'est ça la réalité politique du Congo. Donc lorsqu'on parle d'une opposition congolaise qui serait faible, il faut tenir compte du contexte dans lequel évolue cette opposition. Je vous ai dit, tous les candidats à l'élection de 1992 aujourd'hui ont disparu de la surface de la Terre. Malheureuse coïncidence, peut-être. Mais en tout cas, il se trouve que dans les autres pays, les personnes de leur génération sont encore là. Tous ceux qui ont affronté le président Biya au lendemain de cette période de rénovation politique des années 90, ces gens-là sont avec le président Biya au Cameroun. Quand vous prenez les gens de la génération de Charles David Ganao, les gens de la génération de André Milongo, ces personnes-là, vous allez au Sénégal, vous retrouvez des gens plus âgés qu'eux qui ont toujours été dans la politique. Abdoulaye Wade a été président après avoir été longtemps opposant. Aujourd'hui, Abdoulaye Wade est vivant. Le président Diouf est vivant au Sénégal. L'ancien président Gbagbo est présent en Côte d'Ivoire. Donc, vous avez encore des personnalités comme ça, Lemba Bessol au Gabon, et vous en avez au Bénin, les Adrien Ongwedi, toutes ces personnes sont encore là. Les doyens dessous, ces gens-là sont encore là. Le Congo est un pays dans lequel, un pays qui a connu une décapitation totale de son élite politique. Alors, que faisait le colon à l'époque pour maintenir son hégémonie? Il éliminait les têtes qui dépassaient. Il éliminait les têtes qui dépassaient. Et ça a permis au régime colonial de perdurer. Alors, quand vous avez une population comme la population congolaise, où tour à tour, tous les chefs politiques disparaissent les uns après les autres, même dans la nouvelle génération, Guy Parfait Kolela est parti. André Okombi Salissa est en prison. Le général Mokoko est en prison. Et donc, même dans la nouvelle génération, vous avez ça. Quand on discute avec les élites africaines, je tourne en Afrique, je rencontre des gens de premier plan dans la plupart de ces pays, mais tout le monde vous dit, dans votre pays, jamais je n'aurais fait de l'opposition. Dans votre pays, jamais je n'aurais fait de l'opposition parce que vous faites face à un régime d'un type que nous ne connaissons pas. Vous avez vu ce qui s'est passé au Sénégal? Au Sénégal, lorsque le président Macky Sall a fait quelques tentatives de résistance quand il entretenait le flou sur le fait qu'il se présentait ou ne se présentait pas, il y a eu tous les soulèvements que nous avons vus. Il a réprimé très violemment les Sénégalais et d'ailleurs le bilan dans cette période est un bilan. Pour lui seul, il a eu beaucoup plus de morts que tous les anciens présidents sénégalais réunis dans la répression politique. Et la particularité de ce président-là, c'est que c'est le président sénégalais qui a le plus fréquenté le Congo et en particulier Oyo.
Donc, on peut voir d'où est partie l'inspiration. Mais lorsqu'il réprime, quand il réprime M. Perrin, il y a eu environ 100 de morts. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé au Sénégal? Les Sénégalais se sont terrés. Les Sénégalais se sont terrés. On a arrêté Ousmane Sonko. Les Sénégalais n'ont pas bougé. Ousmane Sonko est resté en prison. Le coup avait réussi. Si Macky Sall n'avait pas commis la maladresse de modifier le calendrier électoral au dernier moment, aujourd'hui, Ousmane Sonko serait en prison, Diomaye Faye serait en prison et la situation que nous connaissons, on ne la connaîtrait pas de cette façon. Alors, quand vous avez un peuple sénégalais qui va se coucher après 100 de morts, tout le monde s'est tué. Au Congo, nous avons eu tous les morts de 1997, ce sont des centaines de milliers de morts. Nous avons eu les disparus du beach. Nous avons eu tous les morts dans le pool, dans les guerres successives. Nous avons toute notre élite politique de la première génération qui a été entièrement décimée, sans exception, entièrement décimée. Il n'y a plus personne. Yombi Opango n'est plus là, Pascal Lissouba n'est plus là, Bernard Kolela n'est plus là, Tister Chikaya n'est plus là, André Milongo n'est plus là. Tous ont disparu. Malgré cette situation, nous avons Guy Parfait Kolela qui est décédé, André Okombi Salissa qui est en prison, le général Mokoko qui est en prison, mais malgré ça, nous sommes présents en train de dire à notre peuple que cette république ne sombrera pas. On doit la refonder, les forces de l'oppression doivent disparaître, les Congolais doivent prendre conscience, nous devons réapparaître en tant que nation et refonder la république. Donc ça, c'est ce que j'appelle la victoire de l'opposition congolaise et cette opposition doit être respectée parce que qu'elle parle de la diaspora ou qu'elle parle de l'intérieur, qu'elle agisse dans la diaspora ou qu'elle agisse à l'intérieur, l'opposition congolaise est vaillante et déterminée. Elle se bat avec les moyens de bord face à un régime implacable qui ne fait ni l'économie des ressources du pays. Ils sont prêts à tout payer, à tout gaspiller de l'argent du pays pour se maintenir au pouvoir. Nous avons vu avec l'opération Zéro Kuluna qu'ils sont prêts à ne faire l'économie d'aucune vie pour se maintenir au pouvoir. Et donc, c'est ce genre de régime que nous combattons. Avant de nous juger, il faut voir qu'est-ce que nous avons en face. Oui, évidemment, avant de vous juger, il faut voir ce que vous avez en face. Vous venez là de peindre un régime très répressif qui n'épargne personne. Et je rappelais tout à l'heure, même les femmes, la seule qui s'est présentée, malheureusement, qui a été candidate à la présidentielle, s'est vue être assassinée, lâchement assassinée d'ailleurs. Et c'est un fait. Mais est-ce pour autant on n'ira plus sur le terrain? Moi, je reviens sur ma question, parce que c'est là, la question demeure encore. Est-ce pour autant qu'on n'ira plus sur le terrain parce qu'on a en face un régime répressif? Je réponds précisément à cette question. D'abord, le 17 avril dernier, vous l'avez rappelé, j'ai lancé un appel à la désobéissance civile au nom des patriotes. Cet appel à la désobéissance civile, j'explique à nos compatriotes. Le 15 mars 2026, tous nos compatriotes sont restés à la maison. Ce qu'ils ont fait le 15 mars, c'est ça la désobéissance civile. Elle ressemble à cela. Il n'y a aucun autre effort à faire, c'est de rester chez soi paisiblement, profiter de sa famille. Nous demandons aux Congolais d'observer la désobéissance civile le vendredi 15 mai 2026. Si les Congolais restent chez eux, ce message-là sera entendu. À partir du moment où il existera une cohésion nationale, la possibilité de coordination des forces politiques à travers tout le pays et la diaspora, et que le peuple congolais répondra à notre appel, à partir de ce moment,
le régime comprendra que la situation a changé. Parce que qu'est-ce qui nous manque au fond aujourd'hui, M. Perrin? Ce qui nous manque, c'est une voix nationale, une personne avec une autorité morale, intellectuelle, avec la probité nécessaire qui permette à la nation de voir en elle la possibilité d'une direction vers la nouvelle république que nous appelons de nos voeux. C'est cette voie qui manque parce qu'en ce moment, il y a beaucoup d'éparpillement. On parle souvent du rassemblement de l'opposition et de l'unification. Et j'ai toujours dit sur votre plateau que je ne souscris pas à ces logiques parce que le rassemblement de toutes les petites forces, ce n'est pas ça qui fera la grande force parce que tant que vous êtes dans la logique de rassemblement, en face, le régime choisira toujours les plus faibles d'entre vous pour vous diviser. On l'a vu à la dernière élection présidentielle. Donc, la stratégie de rassemblement, les plateformes que les gens créent à gauche et à droite, cette stratégie, elle est morte dès sa naissance. Elle n'a pas d'avenir parce que si vous faites ça, le régime va se réjouir. Le général de Gaulle n'avait pas fait de rassemblement. Il avait lancé un appel aux Français. C'est à nos compatriotes de répondre. Si nos compatriotes pensent que la voix qu'ils entendent est la voix de la libération, c'est la voix qui peut conduire le peuple à la rencontre de son destin, le peuple suivra cette voie-là. Les leaders d'opinion que vous êtes, parce que vous avez une antenne, si vous reconnaissez, parce que vous n'avez pas encore orienté le peuple congolais, vous personnellement, M. Perrin, parce que vous nous recevez sur votre plateau, mais jamais vous avez dit au peuple congolais, suivez cet appel-là. Et donc, vous-même, malgré les critiques que vous nous faites, vous participez aussi à anéantir c'est une ligne éditoriale. Hein. Nous avons une ligne éditoriale qui ne nous permet pas de prendre vraiment position en tant que telle. Donc, peut-être qu'arrivera un moment où on va revoir notre ligne éditoriale. Monsieur Perrin, votre chaîne ressemble à Fox News. Et Fox News a fait un choix. Vous avez une ligne éditoriale. La ligne éditoriale de Fox News, c'est que Trump est l'homme de la situation. Bon, vous luttez pour la libération du Congo. Vous voulez que le Congo puisse se débarrasser d'un régime féroce, mais vous entretenez la mais maître, je disais, qu'est-ce qu'il y a en perspective? Qu'est-ce qu'on Monsieur Perrin, prépare? je vous laisserai parler. Laissez-moi terminer. Oui, je vous en prie. Vous nous entretenez sur votre plateau, mais jamais vous ne prenez position sur les forces capables d'apporter les changements véritables au Congo. Je ne vous demande pas de soutenir les patriotes ou de me soutenir personnellement, mais j'observe simplement que dans la neutralité, on va dire entre guillemets professionnelle que vous choisissez, cette neutralité contribue également à maintenir l'émiettement des forces de l'opposition. Parce qu'il faut au sein de cette opposition, et moi je ne demande de traitement de faveur de la part de personne, mais je dis qu'il faut au sein de cette opposition qu'une personnalité puisse émerger. Churchill disait, pour prendre une décision, il faut un nombre impair. La décision ne se prend pas avec les nombres pairs. Donc, il disait, pour prendre une décision, il faut un nombre impair. Mais 3, c'est déjà trop. Donc, s'il dit impair, il exclut 2, mais il dit que 3, c'est déjà trop. Donc, ça veut dire que c'est une seule personne, oui, voilà. C'est une seule personne, entourée d'un conseil, mais c'est une personne qui prend la décision. C'est pour ça que la Deuxième Guerre mondiale, a été gagnée par l'entêtement de Churchill, mais Churchill était seul. Il y avait un conseil autour de lui, mais il était seul. Les Français se sont reconnus et alignés derrière la personne du général de Gaulle. Il n'y avait pas un rassemblement de généraux ou de personnalités, c'était le général de Gaulle. Les cadres français, les intellectuels français, les militaires français qui se sont reconnus dans la personne du général de Gaulle sont allés s'aligner derrière le général de Gaulle, ont renforcé sa position
ça a permis au général de Gaulle de mener à bien ce combat. Donc Voilà, espérons aujourd'hui, que le les Congolais ont bien compris votre message, Maître Charles-Anissé Poitiers-Amar. Nous allons avancer parce qu'il nous reste peu de temps, alors que nous avons encore deux grandes questions auxquelles vous allez tenter de nous donner votre avis. On va donc passer à la suite. Donc, c'est le mandat supplémentaire de Denis Sassou Nguesso, qu'il s'est octroyé d'ailleurs, mais qui semble davantage axé sur le renforcement d'un dispositif visant à pérenniser son pouvoir que sur l'amélioration des conditions de vie des Congolais. Je ne sais pas si vous avez vu cette capture, hein, l'image qui circule encore sur la toile, où une banderole a été filmée avec des inscriptions comme quoi modification de l'article 78 de la Constitution congolaise du 25 octobre 2015. Denis Sassou Nguesso, c'est très précis, hein. Alors, c'était en plein cœur de la campagne électorale de la présidentielle de mars dernier. Bon, après, on nous dira que ce n'est pas une position officielle, je comprends très bien, mais est-il que cette banderole a dû être confectionnée avec l'aval, bien sûr, du Parti congolais du travail, dès lors qu'il y a l'effigie de Denis Sassou Nguesso, avec, bien sûr, les couleurs du Parti congolais du travail, tous on a vu. Je reprécise que ce n'est pas encore officiel, mais on peut toutefois poser des hypothèses dès lors qu'on a déjà affiché cela. Mais avant cette affiche, nous avons également un des conseillers de Denis Sassou Nguesso, Dominique Basseila, ça doit vous dire quelque chose, qui avait déjà oui. amorcé ce débat à quelques mois, bien sûr, hein, de la présidentielle, la toute dernière, bien entendu, qui pense qu'il faut regrouper les forces politiques congolaises en trois groupes, disait-il, mais il envisageait déjà aussi la révision de la constitution congolaise, notamment pour y insérer le poste de vice-présidence. Voilà le débat qui doit être lancé, qui est déjà, je crois, dans les officines, mais il faut, comme qui dirait les bons intellectuels, peuvent déjà voilà, anticiper les choses. Votre analyse sur cette affiche bien qu'officieuse? D'abord, je finis mon raisonnement sur ce que j'étais en train de vous dire concernant le rassemblement. Parce que le rassemblement, je vous disais, ne nous avancera à rien si ce n'est pas un rassemblement autour d'une personnalité. Aujourd'hui, il y a beaucoup, on dit dans l'opposition congolaise qu'il y a beaucoup d'égos. Et moi, je dirais qu'il n'y en a pas assez. Parce que finalement, les égos dont on parle, ce sont les égos des personnes qui rassemblent deux ou trois autres personnes autour d'elles-mêmes. Donc, c'est de tout petits égos. Il nous faut un grand égo, quelqu'un qui ait cette capacité de dire, parce que quand vous voulez être président de la République, en réalité, je vais vous faire un peu de trompisme. Quand vous voulez être président de la République, en dehors des fausses modesties, la réalité est qu'au fond de vous, vous croyez que vous êtes meilleur que les autres. C'est ça la réalité. Vous ne pouvez pas vouloir être le président de tout Oui, le maître, monde. on reviendra sur Pas. cette question probablement pour la prochaine fois, ben, parce qu'il faut qu'on gagne le temps, mais on y Et je vais reviendra. Je peux répondre vous à... garantir, je peux vous rassurer, je vous inviterai essentiellement sur cette question, parce qu'évidemment, il faut qu'on en parle. Beaucoup en parlent déjà, parce que on ne comprend pas. Bon, vous avez défendu l'option comme quoi l'opposition congolaise est forte et vous avez donné des éléments qui sont d'ailleurs très convaincants. Mais de l'autre côté, à ceux qui pensent que l'opposition congolaise est très faible, bon, eux aussi, certainement, ils ont des arguments pour cela. On y reviendra, quitte à organiser un D'accord, débat, venons-en à pourquoi pas. votre Moi, je suis question. d'accord pour cela. Mais est-ce qu'on peut avancer pour qu'on termine notre... D'accord, venons-en à votre question. Vous vouliez, vous parliez de la Nous parlons Constitution, ici les rumeurs déjà des de... petits bruits qui commencent à courir sur la révision de la Constitution congolaise, voilà, celle, bien sûr, la toute dernière, hein, du 25 octobre 2015, notamment l'article 78 qui porte évidemment sur voilà, l'indisponibilité du président, en cas d'indisponibilité, bien sûr, du président de la République. Généralement, c'est le président, je crois, du Sénat qui doit le remplacer. Mais bon, ils veulent modifier cet article. Mais je comprends que c'est juste un prétexte. Après, ils vont certainement insérer toute autre chose. Bref, que pensez-vous déjà de cet élan
s'il faut le dire comme ça. Voilà. De vouloir déjà à quelques, je sais ça, la dernière constitution a déjà 10 ans, c'est ça? En 10 ans, on veut encore retoucher la constitution congolaise. La scène politique congolaise me renvoie toujours à la révision de mes classiques grecs, donc la comédie, la tragédie. Ici, on est plus ou moins dans la comédie encore. Parler d'un débat constitutionnel dans le contexte actuel, c'est déjà prendre pour acquis qu'il y a eu une constitution. Et vous l'avez observé depuis, je pense, une dizaine de fois que je suis venu sur votre plateau. Jamais à aucun instant j'ai considéré le texte constitutionnel actuel comme une constitution. Mais pour l'instant, il est en vigueur. Hein, il est en vigueur et on l'utilise comme tel. Monsieur Perrin, une constitution, il faudrait savoir de quoi l'on parle. Je vais vous prendre une définition profane parce qu'elle avait été donnée par le général de Gaulle, mais j'accorde beaucoup de crédit à cette définition parce que le général de Gaulle s'était donné la peine de méditer la Constitution. Il s'était fait recommander par René Cassin en son temps les ouvrages des grands constitutionnalistes. Donc, de Gaulle avait lu Hans Kelsen et Carré de Malberg dans leurs classiques. Et de Gaulle définissait la Constitution comme étant un esprit des institutions et une pratique. Donc, si vous prenez cette définition et vous l'appliquez à ce que les Congolais appellent la Constitution de 2015, donc un esprit. Quel est l'esprit de cette Constitution? Son esprit est qu'un individu, ne voulant pas partir du pouvoir, décide de bricoler quelque chose pour se maintenir au pouvoir. C'est ça l'esprit. Donc, c'est la Constitution dont nous sommes en train de parler. Quand vous mettez cet esprit-là en parallèle avec l'esprit de 1992, l'esprit de 1992, c'était quoi? Vous allez lire le préambule de la Constitution du 15 mars 1992. L'esprit était que plus jamais personne ne prend le pouvoir par les armes. Celui qui gouverne le Congo doit le faire sur la base du consentement de ses compatriotes qui doivent s'exprimer librement et en toute indépendance. C'était ça l'esprit de 1992. Il est même recommandé, je suppose que ça existe encore, il est recommandé à la population de résister contre quiconque prendrait le pouvoir par des méthodes. Voilà, c'est ça l'esprit de 1992 et l'esprit de 2015, c'est qu'un seul homme doit être au pouvoir, doit se maintenir au pouvoir. Ensuite, le général de Gaulle, quand il dit un esprit, il ajoute, il dit des institutions. Ce que vous avez aujourd'hui, est-ce que vous pouvez appeler ça institution? Parce que je fais une auto-référence encore, puisque je vous disais, il y a quelque temps en arrière, ce pays n'a plus qu'une façade institutionnelle. Ce qui tient lieu d'institution n'est qu'une façade. Ce ne sont plus des institutions. Prenez le gouvernement. Vous avez un taux de chômage qui n'a cessé d'augmenter. Donc, prenons le dernier gouvernement 2021-2026, 5 ans. Pendant 5 ans, le chômage n'a fait qu'augmenter. Le gouvernement était où? L'institution en question, dont la fonction est d'assurer le bien-être du peuple, parce que c'est la devise de la République, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Donc, le gouvernement du peuple, il est là pour le peuple. Alors, ce gouvernement-là, pendant 5 ans, a fait quoi pour le peuple congolais qui est en train de crier à la misère? Il n'y a pas d'institution. Ce peuple a vécu pendant 5 ans comme s'il n'y avait pas de gouvernement. Vous avez montré, j'ai vu dans une émission dans laquelle vous parliez vous aviez une photo où on voyait un ministre de la République, un fugitif et un procureur de la République. C'est ça les institutions dont on parle. Donc, quand vous avez au même endroit, d'une part l'homme de Dieu, parce que le ministre est homme d'église aussi,
vous avez l'homme de Dieu, l'homme de la loi et le hors-la-loi, ensemble. C'est ça, les institutions. Bon, après, on vous dit, le général de Gaulle vous dit une pratique. Dans la pratique, ce sont les mœurs, donc c'est la civilisation. Vous prenez la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne n'a pas de constitution écrite, mais c'est un pays qui a une constitution parce qu'il y a un esprit, il y a des institutions et il y a des pratiques. Ici, la pratique, c'est quoi? Lorsque le Premier ministre n'a plus la confiance de la majorité, le Premier ministre démissionne. Épluchez tous les textes qui existent en Grande-Bretagne, vous ne trouverez aucun texte qui contient cette règle. Elle n'est écrite nulle part, mais c'est une règle qui est partie d'un précédent. Un Premier ministre qui avait perdu la majorité a estimé que pour son honneur, il ne pouvait pas gouverner sans la majorité, alors il a présenté sa démission. Quand la même circonstance s'est présentée une autre fois, le Premier ministre qui s'est retrouvé dans cette situation, pour son honneur, a présenté sa démission. Et ainsi de suite, cette pratique est devenue une sorte de convention de la Constitution et finalement une constitution coutumière. Alors, dans le cas du Congo, vous parlez du texte de 2015, donc qui, selon la définition que je viens de vous présenter, n'est pas une constitution. Mais si vous repartez même dans les définitions classiques de la Constitution, parmi les critères de la Constitution, il y a la rigidité. Lorsqu'on peut changer le texte de façon relativement facile, aussi facilement qu'on peut changer une loi ordinaire, nous ne sommes plus dans la Constitution. Or, la Constitution antérieure disait quoi? Elle disait qu'elle avait organisé l'intangibilité de la révision du nombre de mandats présidentiels. Donc, tout individu ne pouvait faire que 2 mandats. Ça, c'était inscrit dans la Constitution. Qu'est-ce qu'on a fait de cela? On a tué les gens pour modifier ce texte-là. Aujourd'hui, vous avez un texte qui n'a pas une telle rigidité. Vous ne pouvez pas comparer ce texte à celui de 2002. Il n'a pas cette rigidité-là. Donc, les changements ici peuvent s'opérer à n'importe quel moment, peuvent prendre n'importe quelle amplitude. C'est une passoire, ce n'est pas une constitution. Et donc, aller dans cette lutte-là, c'est enfoncer une porte ouverte. La lutte réelle qui est la nôtre, c'est celle de changer, c'est celle de faire partir M. Sassou Nguesso, de faire partir ce régime. C'est celle-là qui est notre lutte, mais de le faire de façon pacifique en emmenant le peuple congolais à exercer sa souveraineté. Voilà, nous sommes donc à la fin de cette émission. Merci, maître, d'avoir participé à cette émission. Je vais justement vous laisser les secondes qui nous restent pour conclure, et cela va compter donc pour le mot de la fin. Nous n'avons qu'une minute à la rigueur. Nous reviendrons sur l'appel que nous avons lancé pour le 15 mai 2026. Pour rappeler aux Congolais que le 15 mars 2026, ils sont restés chez eux. Le 15 mai 2026, ils doivent rester chez eux. Et nous, en ce qui nous concerne, allons prendre langue avec la plupart des leaders d'opinion, avec les responsables politiques divers. On va compter sur vous aussi en tant que meneur d'opinion pour amener les Congolais à considérer la date du 15 mai 2026 parce que nous sommes en train de perdre notre pays. On ne peut pas rester spectateur. Quelque chose doit se faire. Le Congolais est devenu étranger dans son propre pays. Nous avons un gouvernement qui nous dit qu'il n'a aucune solution. Le président de la République se comporte comme un chef de tribu plutôt qu'un chef d'État. Il a abandonné les pouvoirs de chef d'État. Il se contente de la fonction de président de la République. Parce qu'il faut toujours rappeler, M. Perrin, le président de la République et le chef de l'État, ce sont 2 fonctions différentes incarnées par le même individu. Mais ce sont 2 fonctions différentes. Le président de la République a des pouvoirs propres.
le chef de l'État aussi a des pouvoirs propres. Et quand vous êtes dans la situation dramatique dans laquelle se trouve le Congo, le président de la République devait se hisser au niveau de la fonction de chef d'État et prendre les décisions que les circonstances imposent. Au lieu de se hisser à la hauteur de la fonction de chef d'État, il descend à la fonction de chef de tribu. Il se promène avec sa tribu dans les avions, il leur réserve des fonctions régaliennes de l'État, il leur attribue toutes les directions générales de l'État, toutes les directions financières. Vous prenez par exemple la milice qu'est la DGSP. Vous regardez l'organigramme de la DGSP, c'est la tribu. Vous prenez le trésor public, l'organigramme du trésor public, c'est la tribu. Vous prenez le ministère de Finances, c'est la tribu. Vous prenez le ministère régalien, c'est la tribu. Donc, on est dans un contexte où le président de la République doit monter pour exercer plus de pouvoir de façon décisive pour changer le pays. Lui, il descend pour aller se mettre au niveau de la tribu. Et cette situation est inacceptable. Nous ne sommes pas une chefferie, nous sommes un État. Il faut un chef d'État. Et donc, puisque le régime persiste dans la fabrication de la réalité, il vit dans une réalité parallèle. Il fabrique ses propres réalités et c'est devenu une mythomanie généralisée. On raconte des mensonges et on croit en ses propres mensonges. Parce que là, vous entendez les pontes du régime, ils croient que le président a été élu. Ils croient que M. Sassou Nguesso a été élu. Tous les membres du parti vous disent qu'ils y croient. Donc la mythomanie généralisée. Et ce pays ne peut pas continuer à sombrer comme ça. Il faut le redresser. Il faut rendre le Congo aux Congolais, refonder une nouvelle république et redresser l'État. Donc il y a une nouvelle génération qui est prête. Et la nouvelle république doit naître. M. Sassou Nguesso doit partir. Ça commence par le 15 mai 2026. Chaque Congolais doit rester chez lui. Merci, Maître Charles Alice Poitiers-Gabar. Il faut rendre le Congo aux Congolais, refonder l'État. Je crois que le message est bien passé. Grand merci d'avoir répondu à mes questions, mais surtout d'avoir participé à cette émission. Merci à vous, M. Perrin. Je vous en prie, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir accompagnés dans le petit geste. Ne jamais oublier, c'est de cliquer sur le petit pouce en l'air juste en bas de la vidéo, partagez massivement cette émission et dites-nous en commentaire vos opinions, ce que vous pensez des sujets que nous avons abordés avec Maître Charles Alice Poitiers-Gabar. Sur ce, on se dit au revoir et à très bientôt.